Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en live pour la dernière de la saison, les échos des terrains sur la chaîne Twitch de la Minute Foot, votre émission qui retrace toute l'actualité football tous les lundis à partir de 21h. Ce soir à 21h30, exceptionnellement, pardon, excusez-nous les amis, le trio de choc, je suis avec Nico. Comment tu vas Nico? Petit maillot de Marseille, Marseille a gagné, Marseille est deuxième, la belle Ah vie. bah écoute, j'ai envie de te dire que ça va très bien, hein. On racontera un peu la péripétie qui t'est arrivée à toi ce week-end parce que il y a eu quand même, c'est un beau week-end, mais qui a été entaché par quelques petits problèmes. Manu, je te demande pas comment, Désagrément. Manu, je te demande pas comment tu vas. Défaite 4-0 de Monaco ce week-end, mais Monaco est quand même en Ligue des Champions, donc c'est un peu mitigé, non? Ouais, c'était un match avec un ballon plage, avec un match de vacances pour Monaco. Ils y sont même pas allés. Bon, En C'est claquette. anecdotique. Parce que de toute façon, l'OM a gagné son match, donc c'est l'OM qui était deuxième, et vu que l'OM a gagné, bah de toute façon, ils ont assuré la deuxième place. Euh, pour Monaco, c'est pas très grave. L'équipe était, on va en parler, mais l'équipe était remaniée. Il faut commencer à travailler maintenant sur la saison prochaine, parce que le travail a été fait avant, sur la journée d'avant. Mais il a été fait aussi plus parce que les autres ont perdu que parce que Monaco a été très très fort. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Mais bon, on en parlera. Et sinon, tout va bien. C'était un bon week-end pour terminer cette Ligue 1. Beaucoup de buts. Hop. Non, c'est vrai que comme tu as dit, c'était un très très bon week-end. Les seules deux garanties qu'on avait, c'était Paris, qui était champion de France, et Montpellier, pardon, qui descendait en Ligue 2. Sinon, il y avait un peu des petits combats un peu partout. Je pense que le gros gagnant de ce week-end, c'est peut-être l'Olympique Lyonnais, qui accroche quand même une sixième place, mais ça, on aura l'occasion d'en revenir. On va commencer par parler de ce petit Saint-Étienne-Toulouse. Saint-Étienne qui s'incline à domicile et Saint-Étienne, du coup, qui redescend en Ligue 2, alors qu'il venait à peine de monter. Toi, Nico, voilà, tu nous avais dit il y a quelques semaines que tu voyais vraiment ce Saint-Étienne descendre. T'es pas forcément choqué, mais est-ce qu'il y a de quoi être déçu quand même pour les supporters de Saint-Étienne d'être descendu alors que tu avais quand même un peu les cartes entre tes mains, quoi. Oui, tellement déçu pour ce club historique. Pour les supporters, moi je suis convaincu que si tu commences avec Hordeland, c'est pas la même chanson. Mm. Et donc, écoute, ouais, j'avais dit aussi que ce match contre Toulouse, voilà, fallait vraiment pas partir du principe que ça allait aller. Et dans la confrontation, là où je voyais Sainté prendre des points, c'était contre Reims. Et voilà, j'ai eu raison malheureusement sur les deux tableaux. Donc oui, forcément déçu. Après, encore une fois, est-ce que prendre autant de buts, ça vaut le fait de rester en Ligue 1? Bien sûr que non. Tu peux pas. Tu peux pas avec autant de buts pris 77 buts encaissés en pouvoir te 34 maintenir. matchs, hein. Mais oui, donc là, je veux dire, c'est rédhibitoire. Donc peut-être une erreur de casting à ce niveau-là, ouais, en défense, quoi. Mm. Manu, comme l'a dit Nico, il est pas très surpris non plus que Saint-Étienne descende et c'est peut-être un poil mérité selon ses dires. Pour toi, qu'est-ce qui a fait que Saint-Étienne n'a pas réussi à rester dans l'élite cette saison? L'effectif de Sainté, il est pas armé pour la Ligue 1, tout simplement. Ils ont raté deux mercatos. J'ai l'impression que là, ils commencent à prendre vraiment conscience de la situation, à vouloir faire les bonnes choses. En fait, il y a eu un nouveau repreneur l'année dernière, mais le problème, c'est que le club a fonctionné avec le même fonctionnement que sous l'ancienne direction. Et déjà, sous l'ancienne direction, ça n'allait pas. Que ce soit la direction sportive, que ce soit le recrutement, tout ce qui est autour du secteur sportif, ça ne fonctionne pas à Sainté. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné sur deux mercatos et l'effectif était beaucoup trop léger. En Hollande, il a fait beaucoup de bonnes choses, mais il a pris autant de buts, voire plus que Dalloglio, donc il pouvait rien faire. Oui, il a une idée de jeu, mais malheureusement, son idée de jeu, elle n'est pas supérieure à des individualités dans son effectif qui ne sont pas au niveau. Orneland, il va pas aller jouer dans l'axe derrière, ou alors il va pas remplacer l'Arseneur, malheureusement. Et tout ça, il aurait fallu le faire, remplacer toute la défense, remplacer l'Arseneur. Enfin, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Au final, bah, il n'y avait pas le niveau. Il n'y avait pas le niveau et même s'ils devaient gagner, au final, ils auraient gagné ce match contre Toulouse, ils n'auraient même pas été maintenus. Parce que Le Havre a gagné à la 97e, mais
C'est vrai. Ça montre, ça montre cette défaite contre Toulouse qu'au final, bah voilà, tout simplement, t'as pas l'effectif et t'as pas la qualité pour être en Ligue 1, tout simplement. On voit le PFC qui va monter cette année. Alors oui, c'est un investisseur très riche, mais ils ont pris conscience déjà en annonçant une possibilité d'avoir une enveloppe mercato très importante. La Ligue 1, ça pardonne pas, ça coûte un peu d'argent et Saint-Étienne a raté totalement ces deux mercatos. Il y a qu'une seule bonne surprise, c'était Stassin. Et il était même pas là sur ce match-là, sur les deux derniers matchs. Au final, il n'y avait pas le niveau. Tu l'as dit, c'est presque 3 buts encaissés par match sur toute la saison. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à changer. Hollande a dit qu'il allait rester a priori, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, si c'est le cas, pour construire sur le jeu. Mais il va falloir vraiment changer tout ce qui est autour de l'équipe. Euh, la direction sportive, les recruteurs, l'analyse, les analyses vidéo, enfin beaucoup de choses. Donc au final, bah, Saint-Étienne n'avait pas le niveau de la Ligue 1, tout simplement. Et c'est pas une surprise malheureusement, même si l'arrivée d'Orneland a plutôt donné une direction, une directive pour le jeu, pour le futur. Mais cette année, il n'y avait pas le niveau. Ouais, Saint-Étienne n'avait pas le niveau et comme le dit Kiba, il est un peu d'accord avec vous. C'est que bah, tout simplement le problème de Saint-Étienne, c'est la défense, quoi. Tu peux pas encaisser 77 buts en 34 rencontres sans forcément être puni dans ça. J'avais vu aussi un tweet d'un supporter stéphanois qui montrait en fait que bah, Saint-Étienne ne gagnait même pas contre les gens, contre notamment Montpellier, Reims, Le Havre, etc. Donc c'est vrai que bah, pour déjà réussir à se maintenir, bah, faut battre les gens qui veulent également se maintenir. Même si ça, tu n'y arrives pas, bah voilà, c'est compliqué pour toi. Reims aussi, Reims qui du coup finit 16e barragiste. Il y a un monde où l'année prochaine on a Reims qui sera en Europa League et en Ligue 2, même si normalement il devrait rester en Ligue 1. Pour toi, Manu, est-ce que cette équipe de Reims elle a plus de qualité que Saint-Etienne déjà? Parce que c'est vrai que quand on regarde les effectifs, bah, chaque effectif a de la qualité. Tu vois, même Montpellier, on peut te sortir un, voire deux joueurs qui font peut-être pas une bonne saison, mais voilà, qui sont là. Et bah, c'est vrai que Reims, c'est un peu une équipe qui déçoit, quoi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais très déçu de Reims cette saison. C'est une vraie déception. Elle avait plus de qualité, cette équipe. Le problème, c'est que quand tu vends Agbadou et Mounetzi au mercato hivernal, oui, tu récupères 30 millions d'euros et tu vas aller jouer les barrages derrière. À un moment, il y a pas de miracle. Quand tu vends des- deux joueurs ultra importants, alors on m'a dit Mounetzi, c'est pas important. C'est bon. Eh ben, on va voir maintenant contre Metz si c'est pas important. Euh, oui, il y a plus d'individualité à Reims, parce que même si ces deux-là ont été vendus, il y a toujours moi Nakamura que j'aime énormément. Il y a Ito qui est intéressant, il y a d'autres joueurs, il y a Tangana, il y a des individualités, il y a Diacon, Il y a Diouf aussi. ouais, le gardien, Diouf qui a été intéressant, mais au final, bah, ils ont changé de coach et le nouveau coach, il a vraiment une perception sur le jeu qui est très très restrictive. Euh, bah, au final, bah, ils se sont fait dépasser par Le Havre et moi je suis content parce que Le Havre m'a montré beaucoup plus de choses depuis 2 mois. Donc au final, bah, c'est plutôt logique et c'est plus. Le Havre a monté une capacité à marquer 2, 3, 4 buts dans beaucoup beaucoup de matchs depuis 2 mois, 3 mois. Au final, Reims a vendu deux joueurs importants et n'a jamais réussi depuis le départ de Lucas Elsner à retrouver une cohérence dans le jeu, dans ce qui veut être fait tactiquement. Bah, au final, bah, Le Havre en a profité. Reims, ça peut être très compliqué parce que la finale, c'est contre le PSG. Le PSG, a priori, ils n'ont pas envie de perdre un trophée. Et Metz, c'est pas évident. Metz, c'est pas passé l'année dernière face à saint parce que Metz avait pris un carton rouge. Hein. Sinon, Metz, c'est une équipe qui est pas évidente à jouer. On va voir, ça va être très compliqué pour un. Je suis très déçu de Reims. Mais en même temps, si tu vends deux de tes tu peux dire, eh ben, je m'en vais parce que ton président, il ne te respecte pas. J'entends l'histoire des droits télé, tout ça, très bien. Mais dans ce cas-là, attends cet été, essaye d'avoir des résultats pendant la saison et attends cet été pour vendre tes joueurs. Au milieu de la saison, tu ne respectes personne. Et au final, bah, il va aller jouer contre Metz, tout simplement. On a Kiba77 dans le chat qui nous dit, si on doit être honnête, est-ce que c'est pas Nantes qui aurait mérité de descendre, Nico? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bien de ça? sûr, mais bon. Ah, à qui? Moi? Mais toi, Nico, vas-y. Ouais. Ah oui, sur le papier, ça, on sait, hein, on le dit tous les ans. Donc à un moment donné,
Il joue avec le feu à Nantes et à chaque fois, il y a le petit truc qui fait qu'il passe, il reste en Ligue 1, tu vois. Donc, moi, j'en ai marre d'Equita, ça, c'est une certitude. Tu parlais des supporters de Saint-Étienne, mais les supporters de Nantes, franchement, chapeau, quoi. Pour continuer à chanter à la Beaujoire, alors que sur le terrain, waouh, c'est compliqué, hein. Franchement, quand tu vois que c'est la tactique, c'est de balancer des ballons à Ablin et Moses pour qu'ils qu'ils aillent marquer. C'est chaud quand même, quoi, à un moment donné. Si c'est ça ton plan de jeu, c'est compliqué pour quand même, je trouve. C'est malheureusement pas eux qui descendent, on va dire ça comme ça. Et que c'est après, voilà, on parle de Reims, mais voilà, Caillot, il est responsable de ce qui se passe, avec tout ce qui s'est passé avec les supporters, notamment. Donc, je pense que Caillot, il a trop fricoté avec Nasser, Jean-Pierre. Donc, à un moment donné, faut qu'il se remette en question, Pépère. Donc, ouais, pour répondre à ta question, oui, en théorie, Nantes devrait un jour aller en Ligue 2. Hein, je vois pas comment est-ce que ce serait pas possible qu'il passe tout le temps au travers des mailles du filet. Et petite question comme ça que j'improvise, est-ce que pour vous, Reims, c'est peut-être l'équipe, au vu de l'effectif, qui vous a le plus déçu cette saison? Ou est-ce qu'il y a peut-être une autre équipe du type, par exemple, là je suis en train de regarder le classement, peut-être Rennes aussi, qui aurait pu être un peu plus Ah, décevant que Reims? Rennes, il n'y a pas photo. Ouais, pour Pas toi, pour moi, en tout cas. Rennes t'a plus déçu que Reims cette saison? Bah, vu les ambitions, oui, évidemment. Enfin, je veux dire, tu peux pas comparer Reims à Rennes d'un point de vue budget et ambition. Donc à partir de là, après Rennes, ça a vendu Bourigeaud, ça a vendu des cadres, voilà. Il y a Terrier qui est parti Et, aussi. et oui, donc là, enfin, je sais pas. Moi, je trouve que bon, on va voir ce que ça va donner, hein, Rennes l'année prochaine. Mais pour moi, c'est pas du tout à la hauteur. C'est ces dernières années, je pense même. Ouais, c'est vrai qu'il y a Nico, là, Manu, qui nous dit que on verra l'année prochaine, mais est-ce que c'est pas ce qu'on se dit tous les ans avec Rennes? Est-ce qu'à chaque fois, on repousse pas un peu le fait de, peut-être pas critiquer, mais en tout cas de faire un constat sur Rennes, où tous les ans on se dit, ouais, mais on va attendre l'année prochaine, on va attendre l'année prochaine, alors que ça fait quand même comme 3 4 ans que Rennes, bah, c'est plus trop ça, quoi, en Ligue 1. Oh, mais c'était immonde. Rennes, cette année, c'était immonde. Mais j'ai envie de dire, c'est une saison à 3 coachs. Déjà, ça, c'est immonde. C'est une saison où tu as vendu des joueurs trop importants, comme l'a dit Nico l'été dernier. Mais il y a personne dans ce club qui ne sait, qui sait ce qu'il veut, en fait, tout simplement. Il y a celui qui est censé s'occuper de ça, de la direction sportive, Pouille, il voulait Francaise, il peut pas l'avoir, du coup, il n'y a aucun plan B, il n'y a rien. Massara, il a fait que des folies, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau des coachs. Au final, il y a strictement rien. T'as le propriétaire qui est là, qui te dit bah, moi, j'aimerais bien ce joueur-là, il a l'air sympa, il a une bonne tête. T'as le Pouille qui s'occupe de chapeauter le sportif qui va boire des verres avec quelques joueurs, mais qui chapeaute rien du tout. T'as des coachs qui succèdent, qui font la même chose et qui sont tous aussi mauvais les uns que les autres. À un moment, tu peux rien espérer. Donc, j'ai envie de dire, bah, on verra cet été. J'ai hâte de voir ce qui va être décidé. Moi, très honnêtement, à Rennes, j'aurais remplacé tout le monde. Mais tout le monde. J'aurais pas gardé une seule personne qui s'occupe du sportif dans ce club. Que ce soit Pouille, que ce soit Bay, que ce soit peu importe. J'aurais gardé personne. Et je serais reparti avec que des nouvelles têtes dans une direction bien précise. Mais on va voir ce que va faire Pinot. Oui, oui, c'était immonde. C'était immonde, Rennes. Mais moi, l'équipe qui m'a le plus déçu, c'est Nantes. Et d'ailleurs, ils ont toujours pas changé de coach. Et je trouve que c'est déjà beaucoup trop long parce que c'est la priorité. Euh, quand tu as, un effectif comme celui de Nantes, on te demande pas d'être dans le top 6, mais on te demande pas de jouer le maintien sur la dernière journée non plus. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment beaucoup trop limité tactiquement. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il change de coach direct après le dernier match. Il l'a toujours pas fait. Je commence à être vraiment inquiet. Et si il reste comme ça va faire une Montpellier. C'est sûr et certain. Parce qu'il va essayer de vendre deux trois joueurs pour récupérer de l'argent, les seuls joueurs qui peuvent intéresser, Chirivella, Simon, etc. Et ça va faire comme Montpellier. Donc moi, je suis très inquiet pour Nantes si ça reste comme ça. C'est une saison atroce, mais ça fait 4 saisons que c'est atroce. Euh,
Oui, Nantes c'était atroce, Rennes c'était horrible. Et Reims, Reims, je l'ai dit, ils ont vendu les deux joueurs et depuis c'est catastrophique. Donc au final, ouais, ces trois équipes-là, c'est trois vraies déceptions. Bon, on a parlé des déceptions. Maintenant, est-ce que vous, il y a un club, hormis votre club forcément de cœur, qui vous a surpris ou vraiment vous avez pris du plaisir à regarder les matchs? Je pense qu'il y a quand même Nice. Moi, j'en Nice. ai deux. Allez, vas-y, vas-y, Nico. Ouais, j'en ai deux. Bah, la première équipe, c'est Strasbourg, Bah oui, forcément. bien sûr. Incroyable. Et la deuxième équipe, c'est Angers. Angers, Parce oui que, aussi. gros, enfin, chapeau. Chapeau à l'équipe d'Angers, qui a su prendre les points quand il fallait. Et voilà, donc, il y a vraiment eu cet effet, j'ai trouvé en tout cas sur le fait de devoir absolument faire tout pour ne pas se retrouver dans le mauvais wagon. Et ils l'ont fait avec brio, j'ai trouvé. Et voilà, je tirais mon coup de chapeau au SCO, qui est vraiment, voilà, je sais pas si c'est pas le plus petit budget de Ligue 1, mais c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, je voulais tirer mon chapeau au SCO. Osco à Strasbourg qui réalise quand même deux grosses saisons, même si voilà, Strasbourg s'est peut-être fait avoir sur la dernière journée, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Pour toi, Manu, est-ce que tu as peut-être un petit coup de cœur cette saison en termes d'équipe en Ligue 1? Ouais, Angers aussi, parce que se maintenir, c'est vraiment une belle performance. Oui, ça c'est le plus petit budget avec Le Havre. Le Havre aussi, c'est une belle performance, surtout sur les 3 derniers mois. Mais Angers, c'est vraiment fort parce qu'Angers, quand tu es promu comme ça, que t'as pas vraiment rien pour recruter et que tu arrives à la fin de la saison avec trois quatre joueurs qui valent plus de 10 millions d'euros, que tu t'es maintenu, que tu as fait quart de finale de Coupe de France, bah, c'est que tu as vraiment bien bossé. Donc c'est vraiment très très bien ce qu'il a fait en jeu. Moi j'aime beaucoup Alexandre Dujeu, je trouve qu'il est très intéressant. Alors il est très intéressant pour l'instant dans une équipe qui n'a pas le jeu avec ballon le plus intéressant d'Europe, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est pas ce qui est demandé à Angers. C'est solide, il a mis en avant des individualités. Moi, j'ai mis beaucoup de joueurs à Angers. Imad Abdelli, je trouve que c'est très intéressant. Esteban Le Paul, c'est très très intéressant. Fofana aussi, c'est très intéressant. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. El Melali, quand il veut, c'est très intéressant. C'est une vraie belle surprise. Et Le Havre, pour la capacité d'adaptation et de changement, quand vraiment, pendant 5 mois, ça a été vraiment mauvais, eh ben, ils l'ont vu, ils ont réussi à changer tactiquement, à proposer autre chose. Et c'est ce qui a permis de marquer beaucoup de buts et de gagner des matchs, de prendre des points. Donc surtout Angers et aussi Le Havre pour moi, les bonnes surprises. Je vais juste réagir à Manu où, Vas-y, pas de souci. pour moi, le hack, ouais, enfin, mettre 5 mois à trouver qu'il faut changer un truc, ça est long quand même. Donc, j'oublie pas les purges qu'on s'est tapées il y a ça, enfin, sur 5 mois non plus, quoi. Donc, je sais pas. Euh, Ils ont mérité, surtout par rapport au dernier match qu'ils ont fait, de rester en Liga. Mais waouh, ça a été compliqué quand même, hein, le Havre. Et on peut pas dire que, voilà, on a vu des matchs intéressants hein, de leur côté. Moi, j'ai trouvé que vraiment à l'arraché par rapport à Angers, par exemple. Donc, ouais, je suis un peu plus dubitatif sur les Hackmen. Et pour toi, Nico, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a vraiment épaté cette saison? Pas forcément. Alors, c'est pas forcément un joueur que t'attendais pas à ce niveau-là, mais un joueur où bah, vraiment limite tu regardes les matchs de son équipe pour lui, quoi. Or, OM alors, Ah oui, bah oui, bien sûr. parce que sinon, je sais quel joueur je veux dire. Euh, Est-ce qu'il y a une équipe où il y a un joueur franchement, je pense que je suis obligé de citer Petrovic Bah oui, bien parce que sûr. voilà, c'est ma sensibilité gardien qui fait que il a été monstrueux du début à la fin sur la saison. Si Strasbourg, voilà, a fait la saison qu'elle a faite, l'équipe, c'est en grande partie grâce à lui. Donc ouais, c'est un coup de chapeau à Petrovic. Meilleur gardien de Ligue 1 ou pas pour toi? Oui, pour moi,
c'est sujet à interprétation. Tu prends la première partie de saison, c'est roulis sans contestation. Sur la deuxième, ouais, Petrovic, certains pourront parler de Donnarumma, d'autres pourront pas parler de Perry. Enfin bref, chacun voit midi à sa porte, tu vois. Mais bon, on va pas reparler des trophées UNFP, je pense que c'est pas le moment. Bref. Enfin voilà, je pense que oui, si Petrovic est le meilleur gardien de Ligue 1, Chevalier aussi mérite. Hein. Attention, hein, je dis pas, hein. Chevalier mérite. Mais si c'est Petrovic qui l'a, c'est pas non plus, voilà, c'est pas aberrant. Manu, même question que pour Nico, est-ce que toi, cette année, il y a vraiment un joueur qui t'a épaté? Bah, je pense qu'il faut faire au PSG et hors PSG, parce que au PSG, il y en a pas mal quand même. Moi, l'arrivée de Gvara, même si c'est que cet hiver, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Ce joueur, il est beaucoup trop fort. Il s'est adapté à une vitesse totalement folle, et que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, il a été monstrueux. Hakimi, parce que c'est le meilleur à son poste au monde, et il fait une saison monumentale. Moi, j'adore regarder ce joueur. Et puis, hors PSG, il y a trois joueurs que j'ai beaucoup aimés. Akliouche, parce que je trouve que maintenant, il a le niveau pour jouer dans les tout meilleurs clubs de la planète. Je ne sais pas si Monaco va réussir à le garder une saison de plus, mais c'est un joueur qui est exceptionnel à regarder. Un gaucher hyper fin, qui est décisif. Il met le but de la saison avec son retourné Face à exceptionnel. Rennes. Ouais. Euh, Moi, j'ai adoré regarder ce joueur. Et les deux autres, c'est Emega. Parce qu'Emega, je l'aimais déjà beaucoup il y a longtemps quand il était très critiqué. Et cette année, il a réussi à. Et c'est normal, il a pris un peu plus d'expérience, un peu plus d'âge. Il a réussi à être plus décisif, à être plus impactant dans la surface. Et quand il joue pas à Strasbourg, bah, Strasbourg, c'est un 13e de Ligue 1. Et quand il joue, bah, Strasbourg, c'est beaucoup plus haut. Donc c'est vraiment l'impact player. Tout le monde parlait d'André Santos, de Petrovic. Moi aussi, j'adore les deux. Mais Emega, c'est un impact qui est totalement fou. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Et le troisième, c'est Greenwood. Parce que Greenwood, il a un talent individuel qui est extrêmement rare. C'est inhumain, le talent de ce joueur. Euh, on va en parler peut-être avec l'OM, mais ça se voit sur les 45 minutes du dernier match. C'est de la folie, ce joueur, c'est de la folie. Mais c'est déjà de la folie à 17 ans, moi, sur United, donc c'est pas une surprise. Mais c'est juste que c'est un régal absolu. Et c'est pour ça que quand il a été critiqué, que quand De Zerbi s'est un petit peu retourné contre lui, moi, j'ai pas aimé, parce que ce joueur-là, tu dois y faire attention et tu dois faire en sorte qu'il soit bon. Parce que si tu t'en prives, ça veut dire que tu es vraiment débile. Donc moi, j'aime trop ce joueur. Donc Akliouche, Emega et Greenwood. Ok, ok. Maintenant, alors, quel club on peut parler? On a parlé de Rennes, on a parlé de Nantes, Angers, Le Havre. Est-ce que maintenant on peut peut-être parler des perdants de ce multiplex, aka le Racing Club de Strasbourg, qui du coup descend à la septième place, alors qu'ils avaient l'occasion, en cas de victoire, de monter à cette quatrième place. Est-ce que pour vous c'est un réel échec de finir septième ou pas pour Strasbourg? Pour toi, Nico? Voilà, tu parlais que c'était un Non. de tes coups de cœur, c'est qu'on les attendait peut-être pas à ce moment-là, surtout vu, et ça on l'a dit plusieurs fois, le mauvais début de saison des Strasbourgeois, mais là quand même, tu avais cette occasion de peut-être finir la Ligue des Champions, finalement tu te retrouves, alors normalement le PSG va gagner la Coupe de France, mais à l'heure actuelle tu finis pardon, sans Coupe d'Europe, parce que en tant que supporter strasbourgeois, tu as le droit d'être déçu par ce résultat. Oui, bah, de toute façon, les supporters seront forcément déçus, vu comment ça s'est passé au niveau de la saison. Mais pour moi, il faut pas être déçu, c'est-à-dire qu'il y a plus des motifs de satisfaction parce que c'est une équipe très jeune. Et donc, arriver avec cette équipe-là, on l'a vu en début de saison, ils ont perdu des points bêtement aussi. Donc là-dessus, c'est l'apprentissage. Avec une C'est équipe l'équipe aussi la plus jeune, jeune d'Europe, hein. réussir, réussir à faire ce qu'ils ont fait avec, voilà, Rosenior, respect, quoi. Euh, Inattendu. Et c'est, ouais, c'est encourageant pour la saison prochaine si, voilà, s'il se passe pas des dingueries avec Chelsea. Enfin bref, on verra ce qu'il en est. Donc pour moi, ouais, ça fait partie de l'apprentissage. Malheureusement, ils ont craqué et encore une fois, Manu en a parlé. L'absence des mégas, ça a été très préjudiciable pour eux, quoi.
Ouais, toi Manu, est-ce que il y a de quoi être quand même déçu de cette septième place strasbourgeoise? Bah oui, parce que les deux derniers matchs, c'est Angers et Le Havre et tu perds les deux. C'est c'est très décevant. Alors, au début de la saison, c'est pas décevant parce que ils visaient le top 8, ils font top 8, ils font septième. Bon, l'objectif est atteint. Maintenant, quand tu vois comment tu es placé avant ces deux derniers matchs et comment tu es après la dernière journée, bah, c'est une vraie déception. On a parlé des mégas, puis moi, je continue à dire que il manque vraiment des tauliers dans cette équipe. Dès qu'il y a eu des moments chauds dans la saison, bah, ça n'a pas répondu. Parce que c'est une équipe trop jeune, c'est une équipe qui n'arrive pas à gérer des temps forts. Donc, ça a manqué d'expérience, ça a manqué de cadre. C'est le projet aussi de mettre en avant que des jeunes joueurs, une sorte de trading pour essayer d'avoir des reventes. Et ça a bien fonctionné. Le mercato, l'espace recrutement est performant. Tu sens que ce qui est fait, ils s'y connaissent. Maintenant, c'est pas complet. C'est pas complet parce que tu dois encadrer ça par des joueurs vraiment qui ont l'habitude de ces matchs-là. Toutes les équipes qui ont fait des vraies performances, on se souvient de Lille quand ils ont été champions de France, on se souvient de Monaco quand ils ont été champions de France, toutes ces équipes-là, et même Montpellier, il y a maintenant un moment, toutes ces équipes-là, elles avaient des joueurs cadres dans cette équipe qui arrivaient à gérer tous les moments de la saison. Et à Strasbourg, ça n'a pas été le cas. Alors même sans parler de titre, parce que de toute façon, le titre, il était injouable cette année. Mais pour aller plus haut, en tout cas que la septième place, bah, ça n'a pas suffi. Donc oui, c'est une petite déception. Maintenant, voilà, je pense que le PSG va gagner la coupe, que Strasbourg va aller en Conference League, et c'est bien aussi pour découvrir l'Europe, d'aller en Conference League. C'est une première étape. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est comment tu gères maintenant que ça a plutôt bien fonctionné, parce que Emega, tout le monde va le demander, Petrovic, tout le monde va le demander, André Santos, beaucoup de clubs vont le demander. Comment tu gères ça? Parce que tu as acheté ces joueurs. Soit c'est Chelsea qui te les a prêtés, donc ça a quasiment rien coûté, soit tu les as pas achetés grand-chose. Mais dans la totalité du projet, tu as quand même dépensé l'été dernier 60 millions d'euros. Comment tu fais? Est-ce que tu fais de l'argent ou est-ce que tu acceptes d'en perdre? C'est là qu'on va voir aussi le projet. Parce que si tu vends tous tes joueurs qui ont. Tu vas gagner de l'argent parce que tu as bien travaillé, mais sportivement, tu vas perdre beaucoup. Donc, on va voir. Ça va. Je pense que ça aurait été mieux de finir plus haut pour vraiment pouvoir enclencher le projet. Tu vois, là, tu aurais gardé tes joueurs, tu aurais gagné de l'argent sans la vente des joueurs. Là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, je suis un petit peu inquiet de ça. Mais globalement, c'était une belle saison de Strasbourg. Et il y a des bonnes choses. Mais il a manqué dans les moments clés. Quand Monaco a réussi à gagner des matchs grâce à ses cadres, quand Marseille a réussi à gagner des matchs grâce à ses cadres, eh ben Strasbourg s'est écroulé. Donc au final, c'est ça qui a fait la différence. Ouais, après, c'est ça un peu le problème de la multipropriété, c'est un peu comme l'eau à l'heure actuelle, pardon. Parce que bon, c'est pas trop où ça va, l'argent, etc. Et bah là, c'est que tu nous le dis, mais quel avenir pour Strasbourg finalement? Est-ce que tous les ans, Chelsea va te prêter de l'argent pour que tu achètes des joueurs et au final, tu vas juste récupérer l'argent? Ou est-ce que bah, il y aura une vraie indépendance côté Strasbourg ou bah, c'est Strasbourg qui va gérer pardon, ces joueurs et pas Chelsea? C'est la question qu'on pourra voir du coup cet été. C'est vrai qu'aussi bah, Lyon, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Lyon, mais à tout moment, Lyon peut se faire également exclure des compétitions européennes. Donc ça, je pense que c'est surveillé de très près par le board de Strasbourgeois. Peut-être tu voulais rajouter quelque chose, Manu? Ouais, non, parce que c'était une bonne question. Mais tout l'intérêt, il va être de savoir comment tu gères ça. Et à Lyon, à la limite, j'ai envie de te dire, le travail, il n'a pas été si bien fait que ça parce que les joueurs, ils ont été achetés trop cher par rapport à leur valeur. Donc, si tu les revends, tu perds de l'argent, que ce soit les Noama, les Niakate. Il y a beaucoup de joueurs dans ce cas-là où tu as payé beaucoup trop cher, alors que Strasbourg, ça a été l'inverse. Euh, Maintenant, comme tu le dis, ça vient de Chelsea. Et donc, et on a eu un premier élément de réponse sur ça à ta question, comment ça va être géré, parce que celui qui était là pour travailler dans le recrutement, et je ne sais pas s'il est à l'origine des derniers mercatos qui étaient plutôt bons, Loïc Désiré, il est parti à Rennes justement. Il vient de signer là hier ou avant-hier, donc c'est un premier élément de réponse. Ceux qui étaient là avant, on leur dit gentiment, bah vous n'avez plus la main, quoi. Et donc lui, il te dit, bah en fait, à quoi je sers, moi je vais aller ailleurs. C'est un premier élément de réponse qui te fait dire que en général, quand c'est comme ça, quand c'est des gens de la maison mère qui viennent, c'est qu'ils vont récupérer l'argent qu'ils ont mis, essayer de gagner de l'argent et ils vont le faire puisque ils ont bien recruté. Sportivement, je suis moins rassuré, mais bon, on verra.
Et bah, de toute façon, on aura une réponse dès cet été. Lyon, du coup, finit sixième in extremis après le penalty, pardon, à vrai dans les dernières minutes. Même question un peu que Strasbourg. Est-ce que bah, on a le droit d'être déçu de Lyon cette saison? Parce que c'est vrai que Lyon, ça arrive, gros mercato, gros effectif, tout ça, tout ça. Bon, certes, ils ont été privés de mercato hivernal, mais ils ont quand même pu recruter Almada, tout ça. Ça a fait des réserves par un peu tous les clubs du championnat. Mais est-ce que Lyon sixième, est-ce qu'on a le droit d'être déçu, Nico? Oui, forcément. Euh, Maintenant, je me dis que, voilà, par rapport à la situation de Textor, par rapport à la décision de remercier Pierre Sage, la décision de prendre Fonseca, bah, à un moment donné, enfin, c'est un peu le retour de bâton, quoi, j'ai envie de te dire. Il y a, on le voit bien, hein, l'ambiance à Lyon, elle est pesante, on en a parlé. Enfin, je veux dire, à un moment donné, est-ce que les joueurs sont en capacité de faire une bonne saison avec tout ça, quoi, avec tout ce qui se passe et tout l'à côté. Moi, j'ai tendance à dire que c'est très compliqué et c'est, comme on l'a dit, hein, un miracle qu'ils accrochent quelque chose au final. On était très pessimiste, voilà, à la dernière émission. Et on l'est toujours, hein, puisqu'on ne sait même pas si ils vont passer la DNCJ. Textor, enfin, il a l'air confiant, mais t'es gentil, mec, mais à un moment donné, il va falloir que tu nous expliques par A plus B comment tu vas y arriver. Parce que le prêt que tu as contracté, il existe, hein, et les actionnaires, du jour au lendemain, ils peuvent te demander voilà, des comptes. Donc, à partir de là, ça va être très compliqué sans la ligne des Ligue des Champions. Je vois pas comment financièrement ça va être possible. Il va falloir vendre. On en a parlé là récemment de Cherki. Mais bon, à mon avis, ça va pas être le seul. Donc encore une fois, c'est à peu près la même chose que Strasbourg, voire dans une situation pire. Si tu vends tes meilleurs joueurs, qu'est-ce que ça va donner la saison prochaine? Je pense pas qu'on va revoir de sitôt le Grand Lyon. Ouais. Pour toi, Manu, quel avenir pour l'OL avec Textor? Parce que c'est vrai que Textor, il a beaucoup de belles paroles, tout ça, tout ça. Mais bon, on rappelle que Lyon a quand même été sanctionné du fait de ne pas pouvoir recruter l'hiver dernier. On sait que Lyon est en très très grande difficulté financière en ce moment. Là, fin du mois de juin, il y aura la DNCG, pardon, et c'est même pas sûr qu'il la passe. Il y a aussi eu cette sanction de probable rétrogradation, pardon, en, euh, en Ligue 2. Quel avenir pour Lyon? Bon, c'est super décevant, mais tout est résumé par le fait qu'il avait dit, bah si, je vais amener 65 millions d'euros puisqu'il y aura la Ligue des Champions. Bah, elle est où la Ligue des Champions? Ils sont où les 65 millions maintenant? Tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas jouer au casino sur un club. Ou alors, en tout cas, pas quand le président est censé être le propriétaire, parce qu'en réalité, c'est pas lui le vrai propriétaire. Il a emprunté l'argent et c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant parce que cet argent-là que tu avais promis, ben, il n'arrivera jamais parce que Lyon n'est pas en Ligue des Champions. Donc c'est une vraie déception. C'est une vraie déception sportive. C'est une vraie déception dans l'encadrement sportif, dans la manière de recruter, dans la manière de travailler tactiquement, dans la communication. C'est décevant partout. Donc moi, je suis hyper déçu de Lyon. Et comme l'a dit Nico, maintenant, tu vas devoir vendre Cherki. Tu perds la casette parce que tu peux plus assumer son salaire. Tu vas vendre Fofana. Si tu avais pu, tu aurais vendu Niakate et Noama, sauf que tu les as achetés beaucoup trop cher, donc tu peux pas les vendre. Euh, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Tu as Fonseca en conférence de presse qui te dit non, bah non, moi, on m'avait jamais dit de terminer en Ligue des Champions. Alors que 3 jours avant, il disait ah, bah, on est tout proche de la Ligue des Champions, c'est une grande réussite. Mon prédécesseur, il n'a pas réussi. J'ai pris le club dans une situation très compliquée. Tout ça pour finir sixième. Et en gros, il t'explique que si bah, lui, il a pas de problème, il peut partir, mais par contre, il faut le virer et lui payer ses indemnités sur 1 an et demi. Bah, déjà, quand tu es dans cet état d'esprit-là, c'est très compliqué, hein. Mais tous ces choix tactiques ont été très, très compliqués à Fonseca.
Il a rien géré du tout. Textor qui a fait que parler d'argent, de mercato, qui insulte la presse, mais au final, il y a aucune satisfaction à Lyon, aucune. Le parcours en Europa League était sympa, mais au final, bah, il fallait la gagner pour avoir l'argent promis et ils l'ont pas gagné. Donc c'est ultra décevant. Je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet parce que ils arrivent pas à bien recruter. Les gens qui y travaillent ne sont pas compétents, ne sont pas assez compétents en tout cas. D'ailleurs, c'est la plupart qui étaient partis de Marseille et à ce moment-là, je l'avais dit. Ils peuvent partir et ils peuvent même prendre les ordinateurs avec eux parce que ce qu'ils avaient fait à Marseille, c'était pas bon. Euh, Bah, ils sont partis de Marseille, ils sont allés à Lyon et Lyon est en difficulté. C'est super ça. Et peut-être qu'après, Rennes ou Lens va les rappeler, on ne sait pas, parce que ça tourne comme ça, et après tu vas mettre 15 clubs sur 20 en difficulté, et après tu vas aller sur RMC faire des émissions. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, non, c'est hyper décevant, et j'ai hâte de voir comment ils vont rebondir. Je pense pas que ce soit besoin de descente, j'espère pas, mais c'est pas impossible non plus, on verra. Après, Nico, il y a une question dans le chat. Par contre, petite question, les amis, nous dit Kiba77. Vous pensez que si Lyon descend, est-ce que ça repêche l'AS Saint-Étienne ou pas? Non, ça repêche le perdant du barrage Ligue 1, Ligue 2. Ok. Bon, bah, t'as ta Donc ça réponse. sera soit Reims, soit Metz. Ok, bon. Maintenant, on peut peut-être passer au LOSC. Le LOSC qui finit cinquième en Europa League. On aurait peut-être pu espérer les voir plus haut, car même pendant un moment, on les mettait carrément sur nos podiums. Nico, toi, quand tu entends Lille, à quoi tu penses? Est-ce que tu penses bonne saison, saison moyenne? Parce que c'est vrai qu'après, Moi, je très pense très que beau c'est, parcours en Ligue des Champions. voilà, je vais Genesio dire. a annoncé qu'il allait partir. Donc voilà, c'est Ah un peu bon, parce comme... que moi, j'ai lu qu'il allait rester, justement. Ah, moi j'ai vu qu'apparemment il allait partir. J'ai Il lu, hésite, il hésite, il est hésitant. Et... Vas-y, ah, on va en parler, Nico, mais avec ce qui attend Lille, ça se comprend. Donc vas-y en pour tout toi, cas, comment tu vois la saison prochaine pour Lille et même si tu peux nous faire vite fait en quelques mots un débrief sur cette saison. sur cette saison, je trouve que bah, c'était poussif, mais pour des bonnes raisons. Pour avoir joué, pour avoir été puisé dans les ressources avec autant de matchs, une belle campagne européenne. Hmm. Donc, on peut que les féliciter et d'avoir joué le jeu, en fait, forcément. Pendant trop longtemps, les clubs français, on le voyait bien, hein, ils jouaient pas le jeu. Là, toutes les équipes ont joué le jeu. Donc, enfin, à part Nice, mais bon, c'est ça le problème. On va en parler après. Sinon, ouais, ben, forcément, c'est compliqué de terminer une saison avec autant de matchs dans les pattes et que bah, ils s'en sortent cinquième. Écoute, moi, je trouve que c'est honorable. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne saison. Bon, Genesio, on en a parlé et pendant un nombre incalculable de fois. C'est pas Manu hein, qui va dire le contraire avec Baker et lié droit. Enfin bref, il y a des choses qui posent question. Mais pour la saison prochaine, il y a pas mal de fins de contrat. Angel Gomez, David, euh, on sait pas du André tout aussi, ce qui va se non? passer avec des Grova. Il y a qui? André, non? Il est pas en fin de saison, Benjamin André? Non, il lui reste encore un an et il hésite Ok. à partir lui aussi. Avec Apparemment, je Cabella crois qui est que en fin c'est de contrat. Rennes qui était dessus, je crois, sur André. Ils sont sur tout le monde, Rennes, de toute façon. Il Et avait c'est Cabella qui est en fin de contrat aussi. Ok. ouais. Mais bon, je sens que c'est la fin d'un cycle quand même, quoi, pour le coup. Comment, encore une fois, comment est-ce qu'ils vont négocier les remplacements de David? Bon, Gomez, on va dire qu'il jouait plus beaucoup. Mais déjà, C'est Grova ouais, aussi. Manu. Ouais, j'en ai parlé, ouais, Zegrova. Ouais. Zegrova, c'est un gros point d'interrogation. Parce que la saison avec et sans Zegrova, on l'a vu, hein. C'était pas la même, hein. Donc, ouais, tout ça, c'est des points d'interrogation. Bon, écoute, moi, je leur souhaite de trouver, parce que bah, il déniche quand même des bonnes pépites parfois.
Bon, on peut parler d'un Ralston, voilà, ce genre de profil. Intéressant, quoi. Hmm. Donc, ouais, je suis plutôt confiant pour le LOSC. Mais bon, encore une fois, je sais pas comment ça va se passer d'un point de vue financier pour eux. Ah, comme on dit, tout vient avec le temps. Alors du coup, on va passer à ce quatrième pardon, de Ligue 1 qui est l'OGC Nice, peut-être un peu l'équipe surprise de ce top 5. Manu, est-ce que toi tu t'attendais à ce que Nice finisse aussi haut dans ce classement de Ligue 1? Moi, c'est honnêtement le top 5, c'est celui que j'attendais. Marseille-Monaco et Nice-Lille. J'ai hésité entre Nice et Lille, mais c'était ça, c'était le top 5 que j'attendais. Donc je suis pas surpris. Encore plus, je suis encore moins surpris quand tu as jeté une compétition comme la Ligue Europa pour te focaliser sur la Ligue 1. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais Nice, c'est un club qui est dans ce top 6 depuis quelques années maintenant. C'était déjà le cas avec Farioli, c'était déjà le cas même avant. Donc c'est pas une surprise. Ils ont fait un bon dernier match. Euh, Lille a eu des difficultés. Strasbourg a totalement chuté, donc Nice en a profité. C'est pour répondre à Kiba, parce qu'il demande s'ils perdent les barrages de Ligue des Champions, ils vont aller en Europa League. C'est ensuite, dans la compétition, quand tu es éliminé de Ligue des Champions, ensuite, dans la phase de groupe, maintenant, tu vas plus en Europa League. Mais sur les barrages, s'ils sont éliminés en Ligue des Champions, Nice, ils vont aller en Europa League. Donc j'ai envie de dire, c'est bien, cette quatrième place. Parce que s'il y a l'exploit et que tu arrives à aller dans la phase de groupe, bah, c'est le jackpot. Et si tu n'y arrives pas, bah, de toute façon, c'est que tu n'as pas le niveau, ce qui a priori est le cas, et tu vas aller en Europa League. Et j'espère que cette fois, ils vont réussir à jouer les deux compétitions, parce que franchement, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. C'est pas bien de jeter une compétition comme ça, de ne pas prendre des points pour la France. Euh, et puis, ça n'a même pas permis de faire top 3. Donc, au final, bah, c'est comme. Je ne suis pas satisfait de la saison de Nice. Pour moi, c'est normal. Plus haut, ça aurait été intéressant, mais au final, là, c'est normal. On va voir maintenant le barrage. On va voir le barrage, on va voir l'adversaire. J'espère que ça sera pas trop élevé parce qu'il y aura des gros adversaires. Et au pire, bah, ça sera Europa League. Et cette fois, il faudra faire une belle campagne d'Europa League. Donc, j'attends de voir le barrage Ligue des Champions, mais honnêtement, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Nico, à peu près la même question que Manu. Est-ce que tu t'attendais à ce que Nice soit peut-être aussi compliqué à affronter cette saison? Parce que c'est vrai que Nice, c'est un peu normalement l'équipe qui finit entre la cinquième et la huitième place. La quatrième place pour les Aiglons. Est-ce que, bon, je vais pas te demander si la saison pardon, est réussie pour Nice parce que je pense que elle l'est, mais qu'est-ce que tu en penses toi, de cette quatrième place pour Nice? Est-ce qu'elle est méritée, même si bah, ils ont fini quatrième, donc elle est forcément méritée? Et est-ce que bah tu t'attendais à ce que Nice finisse quatrième? Alors, fondamentalement, j'aurais préféré que ce soit Lille pour, à la raison, ils ont pas respecté la Coupe d'Europe, mais au-delà de ça, je pense qu'ils étaient costauds. Et enfin, encore une fois, t'as du Guessant. J'ai trouvé intéressant aussi Melvin Barb. Euh, voilà, après au milieu de terrain, Boudaoui, tout ça là. Non, non, je trouve que c'était une équipe. Alors, le problème de cette équipe-là, c'est qu'elle était sur courant alternatif. Elle pouvait faire des grands matchs et puis après méconnaissables quoi. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est la saison prochaine parce que le patron d'Ineos, Radcliffe, quand il te dit bon, de toute façon, moi je pense que je vais désinvestir sur Nice et je vais me concentrer sur United. Tu te dis, oh, oh, waouh, t'es sérieux, mec? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux vendre? Mais dis-le alors. Je sais pas, tu vois. C'est très très chaud là ce qui va se passer pour Nice cet été, hein. Franchement, je sais pas où ils vont. Je sais pas du tout où ils vont. Et ouais, je suis pas sûr hein, du tout pour eux. Ok, bon, je pense qu'on va pouvoir passer à Monaco qui a été humilié, on va dire, par le Racing Club de Lens 4-0, mais c'est pas sur ça qu'on va revenir. On va un peu parler de la saison générale de l'AS Monaco, Manu. Toi, en tant que supporter de l'AS Monaco et grand suiveur du club de la Principauté, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de la saison monégasque?
Non, la satisfaction, c'est la qualification en Ligue des Champions, parce que ça fait 2 ans de suite. Le Monaco a réussi à gérer déjà la transition sur 2 saisons de suite de se qualifier, et surtout a réussi d'enchaîner Ligue des Champions et mes objectifs en Ligue 1. Donc c'est ça, c'est une satisfaction. Maintenant, tout n'a pas été réussi. La défaite en Coupe de France, elle est vraiment dommage parce que c'est Reims qui élimine Monaco qui est en finale. Donc ça veut dire que Monaco aurait pu faire une finale cette saison. C'était dans la période où Monaco était pas bon et c'est justement ça qu'il va falloir réussir à gommer. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tout compris, enfin qu'ils ont cerné les problèmes, que ce soit le gardien, que ce soit la mentalité. Parce que Scuro, le directeur sportif, il a dit qu'il voulait une mentalité qui s'inspire du PSG et c'est exactement ça. Le PSG, il n'y a jamais eu 2 mois et demi où ils n'ont plus répondu. Et Monaco, ça a été le cas. Et c'est ces 2 mois et demi qui ont compliqué la saison, alors que ça aurait pu être beaucoup mieux que ça. Mais bon, au final, la base est bonne, l'effectif est bon, il y a de la valeur individuelle, il y a de la valeur financière, il y a de l'apport d'argent avec les 2 Ligues des Champions. Au final, tout va bien. Maintenant, si tu veux aller un peu plus haut, bah, c'est limité. C'est limité en Ligue des Champions parce que c'était aussi dans la période compliquée. C'est limité sur les finales contre le PSG. On l'a bien vu où le PSG était supérieur. Euh, voilà, l'étape prochaine de l'évolution positive et supérieure, pour l'instant, elle n'est pas très perceptible. Maintenant, la base qui est posée et le niveau aujourd'hui, il est bon. C'est une équipe qui fait mal, Monaco, aujourd'hui en Ligue 1, qui peut marquer 3-4 buts contre tout le monde, qui l'a fait d'ailleurs, sauf contre le PSG. Donc le niveau est bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu progresses. Et là, c'est un peu plus difficile. Et là aussi, ce qui sera important, ce sera le mercato. Parce que là aussi, tu as des joueurs qui vont te demander. Donc là, pareil, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux récupérer de l'argent? Mais normalement, tu n'es pas censé, puisque le sportif t'a amené de l'argent avec les 2 qualifications en Ligue des Champions. Le fait d'avoir passé les poules, ça t'a fait jouer des matchs qui t'ont apporté de l'argent. On va voir ce que fait Monaco. Toi, Nico, d'un point de vue un peu extérieur, est-ce que bah, cette équipe de Monaco cette année, elle t'a convaincu sur le plan peut-être national et européen, même si je pense que sur le plan européen, il n'y a pas grand-chose à dire. On a vu une très belle équipe monégasque. Oui, bah, on se répète encore, mais à part le trou d'air monégasque, voilà, le marronnier, tous les ans, on y a droit. Oui, une belle saison côté monégasque. Euh, bon, c'est aussi le fait que c'est un environnement cool, quoi, Monaco. Entre ce qui se passe à Monaco et ce qui se passe à Marseille, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc forcément, parfois les mecs, ils se poussent pas trop au cul, quoi. Et ils vivent leur best life. Et bon, c'est vrai que dans un autre environnement, avec un poil plus de pression, est-ce que on n'aurait pas une équipe qui aurait rivalisé avec le PSG? On ne saura jamais, mais oui, dans l'ensemble, forcément, c'est quand même une bonne saison de Monaco. Et On l'a oui, vu, t'as même parlé, je pense qu'on a vu que c'était. Alors, c'est toujours différent sur 14 journées et sur 34, évidemment, mais on l'a vu quand même pendant 14 journées que Monaco était capable d'être beaucoup bien plus sûr, haut que ce qui finit la saison. C'est ça la frustration. Mais oui, totalement. Après, ils vont voilà, chercher des joueurs intéressants. Là, voilà, je sais que ça marche plutôt bien le scouting parce que je sais pas si vous connaissez le mec du PSV qui s'appelle Peshao, Igor Peshao, mais ils l'ont dans le viseur. Et je peux te dire que j'aimerais bien avoir à l'OM celui-là. Donc c'est comme Biarritz, il tente des trucs et franchement, il se trompe rarement à Monaco. Donc ça, c'est beau, quoi. Ok, bon, je pense qu'on va pouvoir se lancer maintenant sur le sujet de l'Olympique de Marseille qui finit du coup deuxième suite à sa très très belle victoire face à Rennes. Sur ce qu'on a vu sur les deux derniers matchs, Manu, est-ce que toi tu vois une équipe, alors forcément il y aura des arrivées et des départs, etc., mais une équipe prête pour disputer cette Ligue des Champions? ah non, aujourd'hui, non. Il va falloir progresser. Pour la disputer, oui, parce que de toute façon, ils vont la disputer.
Mais pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant, il en faut beaucoup plus. Parce que cette saison, et De Zerbi l'a dit lui-même d'ailleurs, tu finis deuxième, c'est bien, c'est une satisfaction. Le travail a été globalement fait, mais il y a trop de choses qui ne sont pas allées cette saison. Que ce soit dans l'approche tactique où ça a vacillé, que ce soit dans la gestion des individualités, où il a fallu vraiment un moment être tyrannique pour que les joueurs répondent. Euh, il y a des choses à changer. Maintenant, il y a tout pour être optimiste, puisque de toute façon, tu as l'apport de la Ligue des Champions. Euh, Ça, c'est une vraie satisfaction, puisque tu peux te permettre d'envisager un mercato un peu ambitieux. Donc j'espère que ce sera le cas. C'est déjà mieux que l'année d'avant pour l'OM, ça c'est une évidence. Mais pour aller en Ligue des Champions et espérer avoir des résultats intéressants, sortir des groupes et se rapprocher des quarts de finale, bah, il va falloir d'autres choses cet été. Il va falloir d'autres choses, il va falloir d'autres individualités, il va falloir des certitudes sur le jeu et sur le schéma qu'il n'y a pas eu cette saison, parce que ça a beaucoup changé et ça n'a pas permis d'avoir une continuité, ni dans les résultats, ni dans les certitudes. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a beaucoup de choses à faire évoluer encore, mais c'est logique, j'ai envie de dire. C'est aussi la première saison de Zerbi et de Benassia. Il n'y a rien d'alarmant, c'est une réussite. Donc ils vont continuer. J'espère qu'ils vont moins se tromper quand même que sur le mercato parce qu'il y a eu plusieurs ratés et ça te coûte de l'argent, ça te coûte du temps et tu dois t'adapter. Donc il faut être bien sûr de ce que tu recrutes, pourquoi tu le recrutes, comment le faire jouer, où le faire jouer. Mais globalement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc c'est une satisfaction. Pour la Ligue des Champions, j'attends de voir le mercato, mais ça a l'air d'être plutôt ambitieux. Marseille, c'est un club qui attire sans Coupe d'Europe. Alors avec la Coupe d'Europe, ça va attirer. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais moi, je suis assez enthousiaste. J'ai hâte de voir ça. Ça peut être très intéressant, mais il y a un effectif à améliorer. Tu peux pas. Il y a de belles individualités cette année. Rabiot, Greenwood, Guiri, Hojbjerg, tout ça, c'est très intéressant. Balerdi a été intéressant. Rouli, il y a plusieurs joueurs que tu sais que tu peux garder dans ton 11. Mais il y a aussi il y a aussi presque la moitié de ton 11 et le banc de touche que tu dois revoir. Donc, j'attends beaucoup de choses. Mais je suis aussi optimiste et enthousiaste parce que la Ligue des Champions va amener de l'ambition et des joueurs vont vouloir venir. Voilà, faut pas se tromper, faut être sûr. Et je suis content globalement de ce qui est fait, surtout tactiquement sur les 4 derniers matchs. On en avait parlé depuis la mise au vert à Rome. Il a vraiment travaillé quelque chose que j'aime et ça a bien fonctionné. Donc oui, il y a tout pour bien faire. Ce qu'il va falloir faire attention, la dernière chose, c'est l'enchaînement Coupe d'Europe, Ligue 1, parce que ça, c'est mortel. C'est très, très dur à gérer. Même le PSG a eu du mal à le gérer sur la fin de saison. Alors tu me diras, ils étaient champions, donc ils s'en foutaient, certes, mais c'est très très compliqué à gérer. Ça, il faut vraiment y penser. C'est pour ça que je parlais du banc. Mais on va voir. Je suis enthousiaste et c'est la première année de Zerbi et Benatia mérite de voir la suite. Nico, en tant que supporter marseillais, comment on se sent à l'approche de ce mercato et de la saison prochaine? Est-ce qu'on est patient? Est-ce qu'on est pressé? Est-ce qu'on craint un peu ce retour à la Ligue des Champions? Comment on se sent là quand on est marseillais? Bah, écoute, moi je suis hypé de toutes parts. Bien sûr. Hypé par le coach, hypé par cette effervescence, cette alchimie au sein de l'équipe. Vraiment l'impression en plus que voilà, tout le monde tire dans le même sens, c'est en train de faire le ménage en interne. Ça vire des taupes potentiellement. Tu vois que je trouve que ça se structure d'une manière plus professionnelle. Et pour tout le reste, je suis d'accord avec Manu. Évidemment qu'on va pas aller en Ligue des Champions avec une défense catastrophique. Il va falloir surtout voilà, prendre des joueurs qui peut-être pas encore le niveau Ligue des Champions, parce que quand tu vois ce que Brest a su faire avec ce grand effectif, on leur donnait pas, voilà, on vendait pas leur peau chère aux beaux amis brestois et on voit que voilà, ils l'ont vendu chèrement. Donc il faut aussi se dire que on va partir sur des joueurs qui potentiellement sont pas des noms, mais que De Zerbi peut les amener à avoir un niveau satisfaisant en Ligue des Champions. C'est surtout ça à mon sens.
Faut pas tomber dans l'excès, faire comme Paris où ils prenaient des noms et au final, tu n'avais pas d'équipe sur le terrain. De toute façon, je pense que Roberto, il ira jamais dans ce sens. Mais oui, hypé, évidemment. Là, le mercato, de toute façon, on sait, hein, le mercato M, voilà, il y a tellement de saucisses qui sortent que c'est compliqué. Ça tire dans tous les sens. Enfin, et sans parler des médias qui parfois font du putaclic. Donc, bref, voilà. Et puis, Ligue des Champions, je veux dire, le nouveau format, imagine, t'as le Barça ou une autre équipe espagnole au Vélodrome. Ça serait incroyable, quoi. Ce serait ouf. Tu vas avoir des grosses équipes potentiellement au Vélodrome, mais ça, c'est une vraie fête. Donc, ouais, je suis super content, quoi. Ok, bon, en tout cas, Nico, nous as l'air très très hypé par la saison prochaine. Le PSG, on en reviendra dans une prochaine émission, parce que je pense qu'on en a assez parlé et que bah, il reste les deux plus grosses échéances de la saison, notamment ce match face à Inter en Ligue des Champions, mais ça, on en reparlera plus tard. Et on va passer du côté d'Angleterre, où il y a eu la finale de FA Cup entre Crystal Palace et Manchester City. Victoire 1-0 de Crystal Palace. Je sais pas si vous avez pu voir ce match, mais première saison blanche depuis la saison 2016-2017 pour Manchester City et Pep Guardiola. On avait parlé d'une fin de cycle. Est-ce que ça officialise un peu tout ce qu'on a dit précédemment, Nico? Est-ce que c'est officiellement du coup la fin d'un nouveau cycle ou est-ce que c'est tout simplement une pierre à l'édifice? Pour moi, enfin, pour moi, ça serait catastrophique si City se qualifie pas, en fait. Donc, pour Ligue des Champions, je parle. Oui, bien sûr. Évidemment. Ah, ce serait vraiment catastrophique. Euh, Sinon, je sais pas quoi penser dans le sens où ben, c'est dur d'être sur le toit du monde toutes les années, en fait. Forcément, à un moment donné, ça allait s'arrêter. Ça me paraît légitime que y ait besoin de renouveler, voilà, des Kevin De Bruyne, d'autres citizens. Euh, Moi, j'aurais tendance à confirmer Guardiola parce que c'est Guardiola. Et je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. On sait de quoi il est capable. Euh, on sait qui on perd, mais on sait pas toujours qui on gagne entre guillemets. Si tu t'en sépares, donc faut juste faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire des bons mercato bien ciblés. Et voilà, ça va repartir, je pense, l'année prochaine. C'est une année chance et tout. Manu, est-ce que tu es un peu plus sceptique peut-être que Nico, ou est-ce que pour toi c'est juste une mauvaise saison comme il y a pu y avoir notamment au Real Madrid après le triplé en Ligue des Champions? Ou est-ce que pour toi c'est vraiment la fin d'un cycle? Il faut peut-être pas tout changer, mais en tout cas il y a beaucoup de choses à changer. Oui, il y a beaucoup de choses à changer. Ils ont déjà commencé. Il y a eu un mercato important cet hiver, ça n'a pas suffi. Et même comme ça, ils étaient vraiment pas loin de la gagner cette coupe, hein. Il manque un penalty, Marmouche. Je sais pas pourquoi Haaland laisse tirer Marmouche le penalty. Ils ont eu un nombre d'occasions qui est démentiel, mais ça rentrait pas. C'était trop brouillon, trop de ratés. Voilà. Et j'ai envie de dire, même dans une saison comme ça, sans titre, là, tout le monde a joué ce week-end parce que City a joué la coupe et tous les autres clubs ont joué en première ligue. Et Newcastle a perdu à Arsenal. Donc, il suffit que City gagne son match en retard et City est troisième en réalité de première ligue. Donc, même quand tu fais une saison ratée, que tu es troisième de première ligue, bah, ça va quoi. Euh, donc, Je suis désolé, je dois m'absenter, je reviens vite, hein. vas-y, vas-y. Mais pas de souci. Donc, s'ils finissent troisième, moi, ça me va. Et il faudra reconstruire avec des nouveaux joueurs. Et puis, il faudra surtout que Guardiola soit réellement plus impliqué. Parce que cette saison, il a été trop absent. Peut-être qu'il a eu des problèmes perso, on en avait parlé, mais il a été trop distant, trop absent. Il n'a pas eu d'impact. Il n'avait pas la même énergie que les années d'avant où il était tout le temps constamment derrière ses joueurs. Donc au final, bah, ses joueurs ont un peu lâché. Mais quand tu finis troisième de Première Ligue, en Ligue des Champions, tu sors contre le Real Madrid, tu fais une finale de coupe en Angleterre. Bon, c'est pas un drame, c'est pas un drame
Je pense que je suis vraiment pas inquiet. Je pense vraiment que ça va repartir l'année prochaine et qu'ils seront horriblement forts l'année prochaine, comme les 4 années précédentes. Donc je suis pas inquiet du tout. Mais oui, c'est une petite déception. Et cette finale, ils auraient dû la gagner. Ils ont un peu fait n'importe quoi, mais ils ont fait un peu n'importe quoi toute la saison, donc c'est pas tellement une surprise. Il faut absolument travailler pour les 2 derniers matchs, finir troisième. Et puis la saison prochaine, je suis quand même très optimiste. Ok, en France, on a Strasbourg. En première ligue, ils ont Nottingham. Nottingham qu'on avait vu pendant un moment limite accrocher cette Ligue des Champions. À l'heure actuelle, Nottingham est septième. Pareil, un peu comme Strasbourg, je pense pas qu'on va poser la question est-ce que Nottingham rate un peu sa saison, mais est-ce que bah quand on est à deux doigts d'aller en Ligue des Champions et qu'à une journée de la fin et ben on est en Conference League, est-ce qu'il y a de quoi être un peu déçu ou alors est-ce qu'on prend ce qu'il y a quoi? Ah bah oui, il y a de quoi être un peu déçu. Je sais pas si tu as vu, il y a le propriétaire qui est même descendu sur la pelouse. Il Ouais, criait sur régler tout le ses comptes monde. avec l'entraîneur. Oui, oui, il y a de quoi être déçu, mais en même temps, j'ai envie de dire ça, c'est vraiment pas une surprise pour le coup, parce que ils étaient très bien placés, mais quand derrière toi, tu as City, tu as Newcastle, tu as Aston Villa, tu as Chelsea, tu as trop, t'as trop d'équipes qui courent derrière toi comme ça, c'est trop compliqué. C'est trop, trop compliqué. Au final, c'est une superbe saison. Parce que là, en plus, c'est un niveau qui est encore plus, qui est vraiment supérieur, avec des équipes beaucoup plus armées. Strasbourg a mis de l'argent en Ligue 1, même plus que des équipes plus haut. Euh, Nottingham, ils ont mis de l'argent, mais c'est rien comparé aux équipes qui sont devant eux. Donc, c'est une très, très belle saison. Ce qu'a fait Nuno Espirito Santos, c'est super. Il n'y a aucun regret. Il faut essayer d'attraper la qualification européenne qui est possible. Mais il y a aucun regret. City a un petit peu accéléré, a pris des points. Chelsea a pris des points. Newcastle a pris beaucoup de points. Au final, tu peux rien faire. Ça aurait été un miracle qui reste dans le top 4. Donc, il y a aucun regret pour Nottingham, sauf pour le propriétaire qui doit être énervé, mais c'est comme ça. Non, non, moi, ça m'a fait marrer quand je l'ai vu sur la pelouse en train de rentrer à la fin du match. On Mais, aurait mais cru bon, croire que Nottingham descendait, mais au final c'est que Nottingham ouais, n'est c'est entre ça. guillemets que septième quoi. Et il ne se rendait pas compte, limite, que Nottingham faisait une saison fantastique, mais c'est comme ça montre. Ce qui est marrant, c'est que ça montre aussi la perspective des propriétaires où quand tu fais des choses intéressantes, ils se disent bah attends, mais c'est normal. Bah non, c'est pas forcément normal. Mais enfin bref. Donc non, non, c'est pas une déception Nottingham du tout. C'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Moi, je suis impressionné par Nuno Espirito Santos qui a changé son schéma. Il n'avait pas du tout le même à Wolverhampton. Il joue vraiment dans un nouveau schéma. Il a joué toute la saison dans un pur 4-2-3-1 qui était très très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, je pense que City va finir troisième. Et je pense qu'ils seront accompagnés avec Chelsea et Newcastle. Ça ressemble à ça, même si Aston Villa n'est pas loin. Donc, il n'y a aucune déception à voir pour Nottingham. Ouais, Nottingham, d'ailleurs, qui la semaine prochaine affrontera Chelsea. Mais c'est vrai que tu nous as dit qu'il fallait assurer la qualification européenne. Dans tous les cas, Nottingham sera européen à minima la saison prochaine. Et il n'y a qu'un seul petit point hein, entre Nottingham septième et Newcastle troisième. Donc sachant qu'en plus tu vas affronter Chelsea, Mais City a un match en moins. City a un match et en c'est moins, mais tu ça, as raison. Chelsea. Là où c'est important, c'est le match contre Chelsea. Là, tu as raison. Si tu gagnes ce match, tu peux viser plus haut encore. Mais j'ai toujours du mal à l'imaginer parce que dans ces matchs-là, sauf si Chelsea fait n'importe quoi. Mais quand il y a autant d'enjeux, tu me diras, c'était pareil sur la finale de la Cup et City l'a raté. Mais quand il y a autant d'enjeux et que tu as une équipe aussi armée en face, j'ai du mal à croire qu'elle passe à côté. Mais c'est possible. C'est possible et si tu bats Chelsea, ce qui est possible, tu peux encore viser plus haut, absolument. Ouais, à minima, même si Nottingham bat Chelsea, ils seront, comme j'ai dit, à minima en Europa League la saison prochaine. Donc dans tous les cas, ça serait mission réussie pour Nottingham. Après, comme on a dit, du coup, on a Newcastle, Chelsea, Aston Villa qui sont à égalité de points. Et du coup, actuellement, City et Nottingham qui sont à 65 points. Liverpool affronte Brighton de partout à l'heure actuelle. Bon, dans tous les cas, les deux clubs n'ont plus rien à jouer, donc c'est un peu un match amical. Est-ce qu'on passerait pas maintenant du côté de la Serie A, tiens, la Serie A où bah, Milan ne sera officiellement pas européen la saison prochaine, notamment avec la défaite face à Bologne en Coupe d'Italie, mais j'ai relaté qu'il y avait quand même plusieurs choses intéressantes. Naples et l'Inter, il n'y a qu'un seul petit point qui les sépare avant la dernière journée.
Et aussi, bon, il y a dans le bas de tableau, il y a Venezia, l'Empoli et Lecce qui vont s'affronter pour le maintien. J'avais déjà posé la question dans l'émission. Vous m'aviez répondu que Naples était logiquement votre favori pour remporter cette compétition. Est-ce qu'on peut encore croire, entre guillemets, enfin, est-ce qu'on est sûr que Naples va gagner ou pas? Parce que c'est vrai que Naples, eh ben, ils avaient de quoi gagner le championnat à cette journée-là. Match nul face à Parme. Dernière journée, ils reçoivent Cagliari, ça devrait le faire normalement pour Naples. Ouais, c'est Naples qui va être champion. Mais c'est pas tellement Naples qui a gagné le championnat pour moi. Alors, tu me diras, il faut battre Cagliari encore, c'est pas fait. Mais pour moi, à domicile, ils vont les battre, ils vont prendre le titre à domicile. Mais c'est pas tellement Naples qui a gagné ce titre pour moi, c'est l'Inter qui l'a perdu ce week-end. Mm. Ce week-end, tu te fais égaliser à la 90e sur penalty contre la Lazio à domicile. Ça n'existe pas dans un match aussi important. Naples a fait 0-0 ce week-end. Naples n'a pas gagné ce week-end. Donc si Ouais. l'Inter gagnait, c'est l'Inter qui était champion avant la dernière journée. Donc l'Inter a laissé le championnat à Naples pour moi ce week-end. Je suis content. Je suis content pour Lukaku. Je suis content pour Naples parce que c'est une belle ville de foot. Mais tu sens que c'est quand même un petit peu au ralenti. Alors il y a aussi le fait que l'Inter va jouer la finale Ligue des Champions. Que là, tu joues sans Lautaro parce qu'il essaye de récupérer pour la finale. Il y a beaucoup de choses, c'est sûr. Et au final, la saison de l'Inter, elle est exceptionnelle. C'est un travail exceptionnel. Mais là, ce match-là, tu l'as mal négocié. Et surtout, c'était un match qui donnait le titre si tu le gagnes. Mm. Tu mènes 2-1 à la 80e jusqu'à la 89e. C'est compliqué. Tu rates beaucoup d'occasions sans Lautaro. Tu sens qu'il y a encore des manques. Mais bon, ça reste une saison exceptionnelle. Mais pour répondre à ta question, maintenant, pour moi, c'est Naples qui va gagner le dernier match à domicile. Même si l'Inter gagne, ça ne change rien parce que si Naples gagne, Naples sera champion. Et je vois pas comment à domicile, ils vont pas gagner ce match. Donc pour moi, ça s'est joué ce week-end. C'est l'Inter qui a perdu le Scudetto ce week-end. Bah après, tu sais que ce truc, ça me rappelle un peu quand Dortmund jouait à domicile, ils devaient gagner le match. Au final, ils l'ont pas gagné. C'est le Bayern qui ont été sacrés champions. En tout cas, on espère que Naples gagnera le championnat. Après, on a aussi Milan. Milan, c'est une catastrophe. Hein. Joao Félix a marqué, mais malheureusement, ça n'a pas rapporté de points à Milan, qui, comme j'ai dit, ne sera pas européen la saison prochaine. Conceição n'est plus l'entraîneur du Milan AC. Est-ce que c'est peut-être pas une décision prise trop vite ou est-ce qu'il fallait un peu de changement dès maintenant? Non, non, c'est une bonne décision. Ça n'a pas fonctionné. Conceição, pour moi, c'est un entraîneur de coupe. Je l'aime bien, mais il est trop dur déjà dans sa gestion des joueurs. Et puis tactiquement, c'est trop limité, c'est trop restrictif. D'ailleurs, il a pris rouge hein, Euh, face à l'AS Roma Conceição. ouais, non, c'est une saison calamiteuse pour le Milan AC. Rien n'a fonctionné. Alors, ils ont battu l'Inter, ils ont pris la Super Coupe, très bien. Mais c'est pas, c'est pas suffisant du tout. C'est hyper décevant. Donc, moi, j'ai hâte de voir quel coach ils vont prendre parce que ça n'a pas fonctionné avec Fonseca, ça n'a pas fonctionné avec Conceição. Et les joueurs ont l'air très, très difficiles à gérer. C'est ce que disait la semaine dernière Romain, il avait raison. Ça a l'air d'être un vestiaire extrêmement compliqué. Donc, à un moment, eux aussi, il faut qu'ils se remettent en question parce qu'ils n'ont pas de résultats. Ils ne permettent pas à ce club d'être performant et d'être à la place qu'il devrait être. Et les coachs se succèdent et ça ne fonctionne pas. Mais Fonseca, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut essayer autre chose. J'ai hâte de voir qui ils vont prendre. J'ai hâte de voir aussi ce que va faire Joao Félix parce que s'il veut venir à Monaco, bah, moi, je le prends avec grand plaisir. Donc, on verra. Mais oui, c'est une vraie déception. Le niveau n'était pas bon. Et pourtant, il y a des bonnes individualités. Il y a vraiment un bel effectif. Il faut encore améliorer, mais il y a des belles choses à faire. Et pour l'instant, personne n'y arrive. Donc, on va voir l'année prochaine. On va voir qui va avoir la tâche de relancer Milan. J'ai hâte de voir ça, mais là, cette année, ça n'a pas fonctionné. Fonseca n'a pas fait des bons choix. Conceição, pareil, encore pire même. Euh, Au final, les deux, ça n'a pas du tout fonctionné. Alors, il faut que les joueurs se remettent en question, mais il faut aussi que le choix du prochain coach soit bon. Donc, on va voir ce qu'ils vont décider. Ouais, bon, ça va être fini pour ce petit point Serie A, malheureusement un championnat qu'on ne peut pas trop suivre, parce que je vous le rappelle, mais n'est pas diffusé en France. Côté Liga, du coup, le Barça officiellement champion, mais ça on le savait depuis la victoire au Classico. Madrid est officiellement deuxième. Villarreal officiellement qualifié en Ligue des Champions après avoir battu le FC Barcelone 3-2. Est-ce que ça serait pas un peu la révélation pardon, de cette saison Villarreal en Espagne? C'est fort, c'est fort. Franchement, c'est très fort.
Et le petit Marcel, c'est le petit Marcel de Marseille, c'est Ouais, lui. Et franchement, Marcelinho, chapeau, parce qu'il avait récupéré une équipe qui était à la ramasse totale, qui était 14e ou 15e de Liga l'année dernière, et il a réussi à en faire une équipe performante et qualifiée en Ligue des Champions. C'est très fort. Il a toujours pas un jeu spectaculaire et il l'aura certainement jamais, mais il arrive à être solide et il arrive à marquer des buts avec une cohérence dans les postes, dans les profils alignés, dans les postes alignés. Moi, je suis content pour lui. Ça sera jamais un coach révolutionnaire dans le jeu, mais c'est un coach qui connaît le foot et qui sait ce qu'il fait. Donc moi, je suis plutôt content. Et puis d'aller gagner à Barcelone, même s'ils étaient déjà champions, c'est pas facile. D'aller en ouais, faut le marquer faire, hein. 3. L'année dernière, ils étaient en marquer 5, je crois. Cette année, ils vont en marquer 3. Euh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment intéressant. C'est très bien. Parce que tu as des équipes qui étaient beaucoup mieux armées pour terminer devant Villarreal et qui l'ont pas fait. Donc au final, c'est une vraie satisfaction. Donc bravo à lui, bravo à Villarreal. C'est un bon petit club, Villarreal, hein. Toujours des bons choix sur les joueurs, une belle organisation, toujours des bons résultats. Quand ils sont en Coupe d'Europe, ils sont performants. Donc c'est très bien. Chapeau. Le Barça, c'est anecdotique parce qu'ils ont trop fait la fête, je pense. Ils n'avaient pas dormi. Mais même comme ça, Yamal a été encore exceptionnel. Il a encore mis un but de fou furieux. Firmine a encore marqué. Bon, de toute façon, voilà, c'était la fête. Ils étaient déjà champions. Ils s'en foutaient totalement. Et le Real Madrid a aussi gagné. Euh, je sais pas si on va en parler. Ouais, je pense que de toute façon la victoire du Real Madrid elle est assez anecdotique parce que dans tous les cas ils étaient condamnés à cette deuxième place et aussi je suis en train de voir là j'ai le classement sous les yeux, il y aura une bataille, une belle bataille entre le Celta Vigo, le Rayo Vallecano et Osasuna pour les places européennes. Bah, ces trois clubs, alors mis à part le Betis qui là cette saison est en finale de Conference League, mais le Rayo Vallecano et Osasuna, bah, c'est des clubs qu'on n'a pas l'habitude de voir en Coupe d'Europe et forcément l'un des deux sera européen la saison prochaine. Donc bah, c'est vrai que le travail de Boudimir avec Osasuna, et bah, il est en train de payer ses fruits. En plus, ouais, c'est ça, comme nous le dit Kiba, c'est un Real Madrid qui gagne à 11 contre 9 face au FC Séville. Donc je pense pas qu'il y ait besoin non plus de refaire tout ça. Après, on peut peut-être se poser une petite question, Manu, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'Mbappé en France, il est beaucoup critiqué entre guillemets sur sa saison. Mais je trouve quand même qu'il fait une saison qui est quand même assez remarquable, quoi. Oui, il fait une saison remarquable. Il est meilleur buteur de Liga. Il n'est pas loin d'être des meilleurs buteurs en Europe, bon, derrière Gyökeres, mais dans le top 4 en tout cas. Oui, oui, il fait une belle saison, mais ça, c'est pas une surprise. Qu'Mbappé marque des buts et fasse des belles saisons, ça va surprendre personne. Il, il a 26 ans, ça fait déjà 10 ans qu'il est performant. Donc, avec tout ce qu'il a gagné, que ce soit la Coupe du Monde ou en Ligue 1, c'est pas une surprise que ce soit un très bon joueur et un joueur exceptionnel et largement au-dessus de tous les autres. Ça, c'est pas une surprise. Maintenant, le problème, c'est qu'Mbappé il est dans une équipe qui ne fonctionne pas. C'est pas de sa faute forcément à lui, parce que c'est pas lui qui joue derrière, c'est pas lui qui construit, c'est pas à lui de construire l'effectif. Et quand il a voulu le faire au PSG, d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. C'est pas son rôle. Mais à un moment, j'ai envie de te dire, je veux le voir dans une équipe qui fonctionne, parce que c'est comme ça qu'il atteindra qu'il a toujours voulu atteindre, c'est-à-dire être le meilleur joueur de la planète et marcher sur tout le monde. C'est dans une équipe qui fonctionne, et malheureusement, son équipe, elle est toute cassée cette année. Donc, il faudra attendre l'année prochaine avec Xabi Alonso. J'espère que Xabi Alonso va réussir, parce que si Xabi Alonso n'y arrive pas, bah, c'est encore Mbappé qui va en pâtir, comme d'habitude. Mais bon, on verra bien. Il y a quand même plus d'espoir, j'espère. Même si tactiquement, moi, je suis pas sûr que ça va fonctionner, mais bon, on verra. Oui, oui, Mbappé, pour répondre à ta question, c'est extraordinaire. C'est un joueur extraordinaire. Euh, Il n'y a aucune surprise sur le niveau d'Mbappé. Il avait déjà ce niveau avant, il ne l'a pas perdu. Il va pas perdre ce niveau. Maintenant, je veux qu'il ait ce niveau dans une équipe qui soit excellente. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas sur les dernières années. Donc c'est ce qui manque. Et pour revenir sur le Vallecano, Rayo Vallecano, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Quand tu regardes leur effectif, c'est limite à mourir de rire, hein. C'est vraiment, il joue avec trois bouts de bois, mais vraiment, c'est un truc de fou ce qu'il a fait, C'est Inigo une Pérez, équipe le coach du Rayo. bâtie pour jouer le maintien C'est et au fou, final qui va jouer une Coupe d'Europe, quoi. c'est Normalement. fou. Pour être dernier, vraiment, vraiment pour être dernier. Et c'est totalement fou le travail qu'il a fait là-bas. Le coach, il est monstrueux, hein. Il est vraiment, moi, c'est le coach que j'aimerais voir à l'Atlético Madrid. Parce que déjà, il mérite et parce qu'il a l'air exceptionnellement bon.
Et s'il n'y a plus de coach à Monaco, il est le bienvenu aussi, hein. Mais franchement, c'est plutôt bon ce qu'il a fait. Donc voilà, pour la Liga, vraiment un grand chapeau à lui. Déception du Real Madrid et satisfaction d'avoir vu Barcelone avec un très très bon niveau et un champion d'Espagne logique. Ouais, après, de toute façon, la Liga n'est pas forcément finie. Il y a encore un match, mais oui, le Barça est officiellement champion. Un autre championnat qui est fini, c'est la Bundesliga. Du coup, victoire du Bayern Munich, mais ça, on avait déjà eu le temps d'en parler la semaine dernière. Mais du coup, Dortmund est officiellement en Ligue des Champions, alors qu'il y a un mois et demi de ça, il traînait à la 13e place. On savait pas trop ce qu'il faisait là. Et ben, ils ont fait un sans faute, ce qui leur a permis du coup de choper cette 4e place. Leipzig continue sa saison catastrophique après le 3 points en Ligue des Champions, et ben finit 7e, pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, voire même aucune Coupe d'Europe. Donc voilà, après je sais pas si tu as peut-être deux, trois petits trucs à dire sur la Bundesliga. Bah, le Bayern champion, j'ai envie de dire, c'est juste la norme. Parce que déjà, les Leverkusen étaient moins performants cette année que l'année dernière. Et puis parce que quand tu es le Bayern Munich, c'est juste normal. Les 2 saisons d'avant, elles étaient tout sauf normales au Bayern. Donc là, au moins, il y a la norme de la Bundesliga qui est revenue. Je suis content pour Harry Kane qui a gagné son premier trophée, qui a encore marqué Enfin, plus de 30 buts, qui est toujours excellent. Donc oui, c'est bien ce qui a été fait au Bayern Munich, mais moi, la déception du Bayern Munich, elle est sur la Ligue des Champions. C'est pas passé loin non plus contre l'Inter. Et puis le Dortmund, c'est bien parce que Dortmund, il partait de loin. Et Nico Kovac, il a réussi à inverser la tendance. L'ancien coach de Monaco, d'ailleurs, il a réussi à inverser la tendance. Il a eu plutôt des bons résultats. Il y a un très très bon Serhou Guirassy. Il a réussi à remobiliser les joueurs qui étaient un peu anéantis en début de saison. Et il fait une belle deuxième partie de saison. Donc c'est mérité. Et c'est mérité d'autant plus que Leipzig s'est totalement écroulé, tu l'as dit. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont viré Marco Rose et derrière, ça n'a jamais pris. Dans le jeu, c'est pas bon. Il y a que quelques individualités, mais au final, bah, ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, les individualités, elles veulent partir, que ce soit Sesko, Benjamin Sesko ou Xavi Simons. Openda, peut-être qu'il va demander à partir aussi, on verra. Mais chapeau à Dortmund qui a réussi à inverser la tendance. Chapeau à Guirassy qui, lui, est constant dans l'effort et dans la performance. Donc au final, c'est plutôt logique le classement en Bundesliga. Le Bayern qui gagne, c'est logique. Leverkusen et Dortmund en Ligue des Champions, c'est logique. Il y a la belle surprise Mayence en hum, Bundesliga. Mayence qui va jouer une Coupe d'Europe. Et ça, c'est une performance parce que quand tu as un aussi petit budget, bah, c'est une performance. Il y a toujours des équipes qui bossent bien. Et bah, c'est le cas. C'est pas mon schéma, mais ça fonctionne bien. Euh, un peu comme le Rayo, même si le Rayo, je trouve ça encore plus fort. Mais voilà, c'est la Bundesliga et je veux dire cette année, elle est plutôt logique pour moi. ok, bon, avant de passer au barrage de Ligue 1, on va parler maintenant mercredi. Il y a la finale de la Ligue Europa entre Tottenham et Manchester United. Alors, en plus d'être une finale de Coupe d'Europe, c'est un peu la finale pour savoir quel club est la honte d'Europe. Ton pronostic, toi, pour ce Tottenham-Manchester United? Tottenham, pour moi, parce que Tottenham, ok. je trouve qu'il y a plus de certitude dans le jeu du côté de Tottenham. Alors, c'est pas beaucoup plus flagrant, parce que c'est deux équipes qui ont un niveau catastrophique, mais je trouve que ce que fait Postecoglou est moins mauvais que ce que fait Ruben Amorim, personnellement. Euh, c'est un match tellement important, parce que là, il n'y a aucune alternative, quoi. C'est l'équipe qui gagne, elle va en Ligue des Champions, et l'autre, elle a rien du tout. C'est la Ligue des Champions ou que dalle. C'est vraiment, tout se joue sur ce match pour les deux équipes, c'est terrible. Moi, j'espère que ça va être Tottenham parce que j'ai envie qu'il gagne un trophée, j'ai envie que Postecoglou gagne un trophée. Ça va le sauver s'il gagne le trophée, il pourra essayer de reconstruire. Euh, donc, j'espère que ce sera Tottenham et j'ai bon espoir que ce soit Tottenham. Je suis très déçu par Manchester United. Je trouve que le niveau, que ce soit tactique ou dans l'encadrement sportif, il est dégueulasse. Je trouve que les gens qui y sont font un travail qui est navrant, qui est honteux pour ce club-là. Euh, donc, ça m'embêterait qu'une équipe aussi laide et aussi mauvaise gagne un trophée et aille en Ligue des Champions. Mais bon, c'est une finale et on a bien vu face à Lyon que parfois c'était du paranormal. Mais le fait que tu galères autant face à Lyon, bah déjà ça montre que le niveau il n'est pas forcément très bon, quoi. Mais ça on le sait, c'est pas une surprise. C'est le 15e et le 16e de Première Ligue, hein, tout simplement, hein. Donc C'est fou de se dire ça c'est quand pour même, sauver. hein. C'est fou et celui qui perd, il aura vraiment rien à jouer, quoi, rien. Alors que le gagnant, il va dans la Ligue des Champions, tout simplement. Donc c'est du tout au tout.
J'espère que ce sera Tottenham. J'espère que Solanke va marquer. Euh, on verra. Moi, je suis pour Tottenham. Et j'espère qu'ils vont gagner leur trophée. Ok, donc du coup c'est plus Tottenham pour toi. Et avant de finir cette dernière émission de la saison, il y a forcément les barrages. Euh, Metz qui va recevoir du coup Reims. Tout à l'heure, on faisait un peu les éloges de l'effectif rémois malgré leur très très mauvaise saison. Est-ce que tu restes fidèle au stade de Reims ou est-ce que ton cœur penche plus pour le FC Metz? J'ai envie de dire, dans ces cas-là, moi, je suis plutôt pour Metz parce que j'ai envie de dire, le mérite sportif, il revient à l'équipe qui a réussi à être constamment, à gagner ses matchs, à être en haut de tableau, à mériter sa montée, plutôt que Reims qui coule dans un environnement sportif et dans une mise en place sportive qui est très mauvaise. Donc, j'ai envie de dire que Metz va arriver avec une bonne dynamique. Pour moi, c'est très possible que Metz le fasse, hein. D'autant plus que Reims joue la finale de la Coupe de France aussi. Et ça, forcément, même si s'ils savent que le maintien est important, ça joue dans la tête parce que tu sais que c'est une finale, c'est le stade de France, c'est le PSG, t'as pas envie d'être ridicule. Donc Metz aura vraiment un coup à jouer. S'il n'y a pas de fait de jeu comme l'année dernière où Metz avait pris un carton rouge, etc., Metz aura vraiment, vraiment un coup à jouer. Moi, j'ai envie de dire Metz. Alors, c'est peut-être les deux outsiders, hein, Metz et Tottenham. Mais ils ont vraiment leur carte à jouer. Pour le coup, moi, je mettrais bien une petite pièce sur Metz sur les deux matchs. Je suis assez inquiet pour Reims, que ce soit pour la finale ou pour le maintien d'ailleurs. Ok, donc toi tu as plus du coup le FC Metz. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui s'est passé en Europe cette semaine, sauf si tu as peut-être un petit événement sur lequel tu voudrais peut-être revenir. Voilà, peut-être qu'on a tout. Bah, un petit mot sur la finale Ligue des Champions, parce que je ne sais pas si on en reparlera, si on refait Je une pense qu'on émission avant essaiera ou de pas. refaire un petit live avant, donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément parlé, mais vas-y si tu as deux, trois petits mots à dire Non, avant. bon, on en parlera sur la finale Ligue des Champions. Moi, j'espère que c'est le PSG qui va gagner, honnêtement, parce que je trouve que c'est l'équipe qui est la plus protagoniste dans le jeu, qui a le plus envie de prendre le jeu à son compte. Et j'espère que cette super saison, elle sera récompensée du côté du PSG. Mais ça sera pas évident. Et sur ce week-end, sinon, qu'est-ce qui peut. Non, je te dis, moi, j'étais très content pour le Havre quand même, parce que la Panenka d'Abdoulaye Touré à la 97e, ça, il faut vraiment avoir des attributs très solides pour tenter ce geste à la 97e. Mais ils l'entendent beaucoup. Je crois que c'est la quatrième, troisième ou quatrième dans la saison qui tente. Le Surtout, ce qui me capitaine choque le de plus, c'est qu'à la fin du match, quand le journaliste lui demande ouais, pourquoi la Panenka, il dit bah, de toute façon, j'avais pas de pression parce que dans tous les cas, soit on était maintenu, soit on allait au barrage. Donc, tu vois quand même que le mec, Oui, c'est pas qu'ils sont fous, mais la pression, il connaît pas, c'est quoi. vrai. Et moi, j'ai entendu autre chose qui était encore plus vrai. Oui, là, il a raison, mais là, se maintenir quand même, ça c'est quand même mieux, se maintenir directement. Mais ce que j'ai entendu d'autre, c'est que, en fait, quand c'est vrai qu'en fait, si t'es gardien à ce moment-là, t'es- tu sais qu'en face, c'est un penalty à la vie, à la mort, c'est la 97e minute. En fait, jamais tu te dis, il va faire une panenka, cet enfoiré. Mais tu peux pas te dire ça. Tu peux pas te dire qu'il va penser être assez fou pour faire ça. Donc forcément, tu vas à fond d'un côté. Et en fait, tenter la panenka à ce moment-là, c'est tellement fou bah, qu'en fait, peut-être que c'était le meilleur geste à faire. Et ça, j'avoue que c'est intéressant comme réflexion parce que c'est tellement inattendu. Par contre, le danger, c'est qu'il en avait fait tellement avant que là, le gardien aurait pu se dire il va la refaire. Mais bon, c'est passé et c'est une vraie satisfaction et c'est très bien. Je suis content pour Bodmer et Digard que j'avais critiqué et qui ont très bien travaillé en deuxième partie de saison. Donc il faut le dire. Bravo à eux. Non, c'était une belle saison de Ligue 1. Moi, j'ai aimé beaucoup de choses. Il y a eu des ratés. Il y a des équipes qui sont pas encore à 100%, mais globalement, c'était une belle saison de Ligue 1. Il y a eu beaucoup plus de buts. Il y a eu des résultats en Coupe d'Europe. Je suis content de ce que j'ai vu et j'ai hâte d'être l'année prochaine. Et bah ouais, ça peut être les mots de la fin. On essaiera peut-être de refaire une émission pour parler un peu plus en détail de la Ligue 1. En tout cas, merci Manu d'avoir assuré ce dernier live. Merci également à Fabien qui a fait pas mal d'émissions avec nous, à Nico qui a dû partir un peu en avance, Alexis également, François qui a beaucoup géré la régie, c'est un peu l'homme de l'ombre, hein, François. Et merci également à Romain qui a fait énormément d'émissions mais qui malheureusement n'a pas pu être dispo pour ce soir. Merci aussi aux invités qu'on a pu avoir cette année. Je pense notamment à French PL, Gonzarena, Foot Roumain et aussi Sony le photographe.
Et voilà, Manu, je sais pas si tu as peut-être un petit mot à dire sur cette fin de saison. De toute façon, on reviendra, hein. On dit que c'est la dernière, mais c'est la dernière dès lundi à 21h. Mais on essaiera de vous refaire un peu de contenu tout au long de l'été. Manu, je te laisse clore ce dernier live. Bah, merci aussi à Kiba qui est venu sur les dernières émissions, qui a beaucoup participé. À Exactement. Théo qui est venu la semaine dernière et qui a été très bon et reviendra s'il a envie. Et merci beaucoup à Yarsen, à François qui fait la régie à chaque fois et qui prend du temps pour organiser tout. Donc bravo. Merci à toi, Ilan, d'avoir organisé, d'avoir présenté parfaitement les émissions. Et c'était très sympa. Donc à refaire, vous me direz. Et merci à vous. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Il y a vraie liberté. On peut dire ce qu'on veut. On a le temps qu'on veut. Ça, franchement, c'est très, très bien. Donc bravo. Super format, super connaissance. C'était super. Merci à vous. Et quand vous voulez, je suis dispo. Et Kiba, qui on pourra parler mercato, absolument. Ouais, c'est une bonne idée. Avec la Ligue des Champions, les barrages aussi. Il y aura des trucs à faire. Donc pas de problème. De toute façon, c'est prévu, on fera quelques petites émissions. On sait qu'on est en train de préparer notamment une émission transfert où on fera peut-être un petit live de 30 minutes, 1 heure sur un club. Mais en tout cas, merci. Merci Manu pour ces éloges. Et nous, on se dit à très prochainement sur la Minute Foot et les échos des terrains. Et bonne fin de saison à vous. On reviendra notamment, je pense aussi, pour la Coupe du Monde des clubs. Et voilà, bonne soirée tout le monde et merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Ciao.